Bon, je suis fondamentalement d'accord avec l'analyse que vient de faire Michel. Je vais vous donner une petite note d'ambiance pour compléter ce que tu as dit là sur le match de foot, etc. Il y a 2 jours, 2 quotidiens, Jomhuriyet, c'est le grand quotidien kémaliste, bon, qui a un faible tirage mais qui est très respecté. Puis un autre quotidien, c'est Özgür Gündem, qui est un quotidien pro-kurde, lui, ont sorti capture d'images à l'appui dans leur page des manifestations de policiers des forces spéciales turques pris à Şırnak, c'est-à-dire une ville de l'Est, et qui tiraient en l'air avec leurs mitraillettes ou je ne sais quoi en criant Allahu Akbar. Alors bon, ce n'est peut-être qu'une anecdote, mais si les forces spéciales de la République laïque de Turquie commencent à tirer en l'air quand il y a des victoires contre les Kurdes en criant Allahu Akbar, on est là dans une dynamique qui peut sembler très dangereuse et en tout cas très délétère. Bon, ça c'était pour une note d'ambiance parce que la situation, évidemment, elle est infiniment préoccupante. Alors je vais tenter, moi, brièvement, de compléter en essayant de faire le lien entre les dynamiques de la politique intérieure, avec les échéances électorales que tu as décrites, et les enjeux de la politique régionale de la Turquie. Parce qu'il y a un rapport, évidemment, extrêmement étroit, et qui, là aussi, ne manque pas de préoccuper. Nous sommes dans une situation à la fois paradoxale et contradictoire, une autre contradiction. C'est-à-dire que la Turquie, bien évidemment, se trouve dans une zone de turbulence politique infiniment compliquée à maîtriser, et dont elle ne peut pas contrôler toutes les évolutions, en même temps qu'elle est un acteur de premier plan de l'évolution de cette situation régionale. Donc là, évidemment, il y a une source à la fois d'inquiétude, de préoccupation, mais il faut aussi noter que avoir comme voisins la Syrie, l'Irak, l'Iran et des pays du Caucase est un peu plus compliqué pour mettre en œuvre une politique extérieure ou régionale que d'avoir comme voisins la Belgique, la Suisse, l'Italie ou l'Espagne. Bon, là, il y a un fait objectif. Il n'empêche que Erdogan a commis beaucoup d'erreurs sur lesquelles je vais revenir, mais objectivement, il faut aussi comprendre que la Turquie est dans une situation très compliquée, mais que les décisions qui ont été prises par le pouvoir et par Erdogan ont amplifié les difficultés auxquelles sont confrontées la Turquie. Et de ce point de vue, les responsabilités du président Erdogan sont évidemment principales, parce que c'est lui qui prend l'essentiel des décisions, même si son Premier ministre Davutoglu montre de ci, de là quelques velléités d'indépendance, mais l'essentiel se décide bien au palais présidentiel, dont vous connaissez le faste, puisqu'il est doté de plus de 1300 bureaux, pièces, etc. Bien. Alors, pour aller vite, et pour ne pas digresser trop sur la longue histoire des dernières années, ces dernières semaines ou ces derniers mois, je pense que pour comprendre le lien qui existe entre les élections, donc les dynamiques politiques intérieures, et les dynamiques politiques régionales, il y a 2 éléments qui vont se conjuguer. Le point de départ, évidemment, c'est ce qu'a décrit Michel, c'est-à-dire les résultats du mois de juin, du 7 juin dernier. Moi, je ne dis pas que l'AKP a perdu les élections, parce que quand même, il a fait plus de 40%, donc il faut faire attention aux termes utilisés. Et moi, je me souviens avoir participé à des débats les 8, 9, 10 juin, donc dans la foulée même des résultats des législatives, où j'avais certains de mes interlocuteurs qui me disaient « ça y est, Erdogan est marginalisé, nous sommes dans une nouvelle séquence politique ». Pour ma part, il y a même des enregistrements sûrement, je disais pas du tout, il reste au centre du jeu. Alors je n'avais pas prévu les évolutions telles qu'elles allaient se dérouler, il faut être très modeste, mais je considérais que Erdogan restait au centre du jeu. Je rappelle quand même, pour peut-être compléter ce que disait Michel, c'est que Erdogan est au pouvoir depuis 2002 et qu'il y a eu 11 rendez-vous électoraux et qu'il a toujours remporté des victoires. Alors certes, tu as parfaitement raison de dire qu'en août 2014, il avait fait plus de 50% des voix
Donc il a été élu président de la République de Turquie dès le premier tour. Évidemment, le résultat à 41%, ou près de 41% un an plus tard, indique quand même que là, il y a une difficulté pour l'AKP. Mais donc, s'il y a eu un problème majeur pour Erdogan, c'est que une de ses obsessions politiques, c'est de présidentialiser le régime, de façon à ce qu'il n'ait plus aucun obstacle. Or, pour ce faire, comme tu l'as rappelé, il fallait ou la majorité qualifiée des 2/3, ou la majorité des 3/5 permettant de convoquer un référendum. Mais avec le résultat qu'il avait obtenu au mois de juin, ni l'un ni l'autre n'était possible. D'ailleurs, avec ceux du mois de novembre non plus, bien que, bon, on pourra en discuter, oui. Il lui manque 13 députés. Oui. Pour le deuxième. Voilà, c'est ça, la deuxième option. Bon, on pourra en discuter éventuellement si on veut entrer dans les détails. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette volonté de présidentialiser le régime était impossible au vu des résultats du mois de juin. Ça, c'est clair. Or, moi, je suis alors intimement persuadé, et dès le 10-11 juin, donc 3-4 jours après le résultat, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que pendant près de 3 jours, il n'y a pas eu de déclaration de Erdogan sur le résultat du 7 juin. C'est très rare, car il est très bavard, ce monsieur. Il ne cesse d'intervenir à tout propos dans tous les médias, enfin ceux au moins qui sont sous sa coupe, et ils sont nombreux malheureusement, et donc là, il ne s'est pas exprimé. Et puis, à partir du 10-11 juin, précisément, par un certain nombre de déclarations, on comprend qu'en réalité, il n'accepte pas le verdict. Et qu'on se prépare à des élections anticipées. Alors, il ne le dit pas comme ça, parce qu'il faut quand même respecter le vernis constitutionnel. Et pendant les mois de juin, juillet, fin juin, juillet, eh bien, le début des négociations entre son Premier ministre Davutoglu et les partis d'opposition pour tenter de mettre en œuvre un gouvernement de coalition vont se dérouler. Mais en réalité, si on sait lire un peu entre les lignes de nombre de déclarations de Erdogan, on pouvait, je pense, faire un pronostic sans trop risquer de se tromper en disant que ce processus de négociation avec les partis d'opposition ne parviendrait pas à leur résultat parce que Erdogan ne le voulait pas. Et alors, il y a un deuxième facteur qui va se conjuguer, et c'est là où il y a un rapport avec la politique régionale, c'est qu'il y a l'attentat de Suruç le 20 juillet. 32 morts. Au passage, 32 morts, ce sont 32 jeunes qui se préparaient dans une sorte de chantier de jeunesse à partir avec une sorte de brigade de reconstruction de la ville de Kobane et la ville martyre. Donc là, le ciblage n'est pas totalement au hasard, ça ne vous aura pas échappé. 20 juillet, je vais aller très vite. 22 juillet, il y a le PKK. Alors là, il y a une erreur éventuellement tactique, on peut en discuter, qui va revendiquer l'assassinat de 2 policiers que le PKK accuse d'être des collaborateurs de l'État islamique, de Daesh, peut-être, mais le PKK, un commando du PKK, va assassiner ces 2 policiers dans leur maison, dans leur appartement en pleine nuit. Et ils le revendiquent. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. 24 juillet, début des bombardements par l'État turc contre des cibles. Alors il nous explique, comme tu le rappelais, que c'est contre les terroristes, et dans les terroristes, il met dans le même sac l'État islamique et le PKK. 25 juillet, le PKK déclare que les conditions de négociation de paix, dites de paix, sont rompues. Le 28 juillet, l'État turc, Erdogan, fait de même. Il n'y a plus de conditions pour discuter. Donc vous avez, si je vous ai rappelé ces dates, c'est qu'en moins de 8 jours, vous avez un mécanisme infernal qui se met en place et qui va aboutir à la stratégie de la tension que tu as décrite, c'est-à-dire que Erdogan, et là il a un vrai flair politique, c'est qu'il va se saisir de ces attentats qui sont en rapport avec la situation régionale pour jouer la stratégie de la tension, se présentant comme le seul capable de défendre la mère patrie contre toutes les agressions dont la Turquie est victime. Et il a réussi son coup. Parce que l'électorat, la fraction de l'électorat la plus nationaliste qui lui a manqué, notamment qui s'était portée sur le parti d'action nationaliste, parti d'extrême droite, xénophobe, dont les ancêtres sont les sinistres loups gris, dont je pense vous vous rappelez, pour ceux qui ont un peu de mémoire historique, qui s'était illustré dans les années 70-80 par l'assassinat des militants de gauche, des syndicalistes, etc. Eh bien, cette stratégie de la tension, il va la gagner, puisqu'il va capter une partie des voix qui s'étaient portées
en juin sur le parti d'extrême droite, et il va aussi mordre sur une petite partie de l'électorat qui s'était porté sur le HDP. Ça, c'est la partie la plus conservatrice de l'électorat du HDP qui, au sud-est, voyait la situation de désordre, de chaos s'instituer avec angoisse, avec peur, avec anxiété, ce que l'on peut comprendre, et qui a voté AKP. Il faut vous dire qu'au sud-est, il n'y a que deux partis qui y comptent, l'AKP et le HDP. Les autres sont morts, pour l'instant. Bon. Donc, à partir de là, c'est le thème de la lutte antiterroriste qui va faire florès. Mais c'est insupportable. Bon, déjà, vous le savez, c'est un vieux débat. L'ONU elle-même n'a jamais été capable de mettre en œuvre une définition commune et acceptée par tous du terrorisme. Alors, l'OLP a été terroriste. Le PKK est terroriste. Bon, on peut discuter. Alors, je sais bien, le PKK est qualifié de terroriste par l'Union européenne, par la Turquie, par les États-Unis. Mais peut-on faire la moindre comparaison entre l'État islamique et le PKK? Non. Sur la qualification de terroriste de l'État islamique, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Mais ni par son histoire, ni par ses dynamiques politiques, ni par ses modalités opératoires, ni par ses objectifs, on peut comparer l'État islamique avec le PKK. On n'est pas obligé d'aimer le PKK. Moi, j'ai de vives divergences avec le PKK. Mais en tout cas, les mettre dans le même sac, c'est insupportable. Et si Erdogan le fait, on le comprend bien, c'est pour encourager cette stratégie, alimenter cette stratégie de la tension. En ce sens d'ailleurs, les alliés traditionnels de la Turquie, l'OTAN en premier lieu dont elle fait partie, vont dans le même sens et soutiennent la lutte antiterroriste courageuse que mène Erdogan, sans distinction. Pour mémoire, le 11 septembre, alors date fatidique, il y a la réunion des chefs d'état-major du comité militaire de l'OTAN à Bruxelles, qui fait, vous pouvez trouver sur le net, un communiqué final de soutien à Erdogan et à la juste lutte contre le terrorisme mené par la Turquie, etc. Sauf que là, je pose déjà trois questions sur cette lutte contre les terrorismes, ou le terrorisme avec un grand T. Bon, la première, c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas comparer PKK et État islamique pour les séries de raisons que j'ai évoquées brièvement. Deuxièmement, est-il juste, quand un État est attaqué par des forces terroristes, d'engager deux fronts à la fois contre des organisations aguerries? Le PKK et l'État islamique, pour des raisons totalement différentes, sont des organisations aguerries. Et je pense que de la part de Erdogan, tactiquement, c'est absurde, sauf s'il a un autre projet. Sauf s'il a un agenda caché, évidemment. Et puis, troisièmement, c'est la question quand on lance une lutte, un combat militaire antiterroriste, c'est la question des objectifs politiques. Et là, ils ne sont pas énoncés. Dire nous combattons le terrorisme en tant que tel est une position de principe que je partage, mais ça n'indique pas clairement quel est l'objectif. Je fais une parenthèse. La France, qui est agressée par les terroristes, nous dit, enfin Manuel Valls nous dit, nous allons éradiquer l'État islamique. Ah, très bien, je ne suis pas en désaccord sur la formulation. Est-ce que vous pensez une seconde que nous allons pouvoir éradiquer l'État islamique si nous continuons uniquement les bombardements aériens? Évidemment non, je ferme la parenthèse. Donc les objectifs politiques, les modalités politiques sont toujours essentielles, et ça Erdogan n'en parle pas. À moins que, alors là il y a une déclaration de Erdogan au mois de juillet, où il indique qu'il ne supportera pas qu'une entité ennemie puisse se constituer à la frontière de la Turquie, en Syrie. Mais quand il parle de ça, il ne parle pas de Daesh, il ne parle pas de l'État islamique, il parle de Rojava, c'est-à-dire l'entité kurde syrienne qui s'est constituée, qui est infiniment fragile, mais qui existe. Et pour Erdogan, quand il parle de l'entité ennemie à la frontière turque qu'il ne pourra accepter, il pense à cela. Donc on voit bien que la priorité d'Erdogan, ce n'est pas la lutte anti-État islamique, mais c'est la lutte anti-PKK. D'autant que, vous le savez, le Rojava, pour aller vite, c'est dirigé, administré par les militants et les milices du Parti de l'Union démocratique, qui est la projection du PKK en Syrie. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc on voit bien la logique de Erdogan qui est mise en œuvre. Alors évidemment, à partir du moment où la lutte antiterroriste est lancée, menée par Erdogan, eh bien, de nombreux commentateurs se réjouissent. Il y avait eu tellement d'ambiguïté, nous disent-ils, dans les positions de la Turquie depuis des mois. Rappelez-vous, Kobané,
en termes de communication politique, les images que nous pouvions voir étaient désastreuses pour la Turquie. Vous aviez la ville de Kobané avec les combats rue par rue, etc. Cette ville qui était à quelques centaines de mètres de la frontière, et de l'autre côté de la frontière en Turquie, il y avait les véhicules blindés turcs qui observaient ce qui se passait sans intervenir. Alors en termes d'image politique, ça a été désastreux pour Erdogan, mais c'est un choix qu'il a totalement assumé. Donc ces observateurs qui notaient des ambiguïtés, mais je reviendrai moi sur les ambiguïtés de la Turquie, sur ces dossiers en tout cas, eh bien se réjouissent. Enfin, la Turquie prend toute sa place dans la coalition anti-État islamique. Oui, mais la réalité des faits... Alors je vais vous donner un chiffre que je vous demanderai de prendre avec précaution, parce qu'il est infiniment difficile de l'énoncer précisément, mais on évalue que depuis la fin du mois de juillet, le début des bombardements turcs contre l'État islamique et le PKK sont dans une proportion de 10-15% contre l'État islamique et donc de 85-90% contre les bases du PKK. Donc là, il n'y a pas totalement équité ou égalité dans la volonté d'éradiquer le terrorisme. On ne peut pas dire. Donc la réalité est pour le moins plus nuancée, c'est le moins qu'on puisse dire, et je crois qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Alors, pourquoi cela? Bon, déjà, il y a la question kurde, elle est totalement essentielle, à la fois à l'intérieur de la Turquie et à l'extérieur, pour le cas de la lutte des Kurdes de Syrie. Mais il y a un autre aspect qui est tout à fait essentiel de comprendre, et qui est corrélé, bien sûr. C'est la ligne politique développée par Erdogan et la Turquie, enfin les autorités politiques turques, à propos de la crise syrienne. C'est-à-dire que depuis l'été 2011, je dis bien l'été 2011, allez, Michel, dans sa grande mansuétude, me laissera 2 minutes éventuellement, mais je ne résiste pas parce que c'est important de comprendre. La crise en Syrie commence au mois de mars, les premières manifestations. Elles sont réprimées sauvagement dès le départ, ça nous le savons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le mois de mars et le mois de juillet 2011, la Turquie, les autorités politiques turques envoient de nombreux émissaires, des diplomates expérimentés à Damas, voir Bachar el-Assad, avec lequel les relations étaient bonnes depuis 2004-2005, même très bonnes. Remarquez, il y en a eu d'autres, puisque Bachar a participé au 14 juillet, avenue de la Grande Armée, en 2008. Donc là-dessus, enfin, avenue de la Grande Armée, avenue des Champs-Élysées, pardon. Donc on n'a pas de leçon à donner aux autres. Donc les relations étaient bonnes. Et alors la Turquie pensait être un peu le grand frère, donnant des conseils à Bachar. Quand même, il ne faut pas être si violent, il faut procéder à des réformes. À chaque fois, Bachar leur disait « oui, bien sûr ». Et il n'en faisait rien. Et pour ma part, c'est une anecdote, j'ai rencontré, mais en tout petit comité, nous étions 4, des diplomates turcs, à la fin du mois de juillet, à Paris, 2011, et qui m'expliquent justement ce qu'ils ont été faire à Damas, les missions, etc. Et ils me disent « Ah, Bachar nous a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues. » Et je les regarde en leur disant « Mais êtes-vous étonnés ?» Et là, j'ai une réponse qui est quand même très révélatrice. Ils me disent « Ah oui, mais on ne fait pas ça à la Turquie. » L'air de dire, la Turquie, nous sommes fiers, nationalistes, bon, et on ne peut pas nous mentir. Ça, c'est l'anecdote. Mais ce que je constate, c'est qu'à partir du mois de juillet, il y a un problème pour la Turquie. Parce que nous sommes au cours de ce début d'année 2011 et qu'il y a cette onde de choc politique qui traverse le monde arabe. Et là, la Turquie a le choix entre soutenir, continuer à soutenir ou avoir de bonnes relations avec les tyrans de la région, ou tenter de s'appuyer sur le mouvement populaire, le mouvement des masses qui s'est mis en branle, avec 1000 difficultés. Et finalement, la Turquie, après avoir hésité, mais le cas syrien va être le révélateur, va cristalliser les choix, et bien à partir de juillet-août 2011, Erdogan va développer une forme d'obsession anti-Bachar, et depuis lors, il n'a pas quitté cette ligne politique. C'est-à-dire qu'il restera peut-être le dernier à dire qu'il faut d'abord virer Bachar el-Assad avant d'entamer des négociations. Alors écoutez, la France a fait de même. Enfin, la France de Sarkozy, puis de Hollande. Moi, je considère que Bachar est un boucher, c'est clair, c'est un tyran, c'est un dictateur, sauf que 4 ans après le début, 4 ans et demi, il est toujours là. Il est extrêmement affaibli. Je le sais. Il tient le coup grâce à l'aide de l'Iran, de la Russie. Je le sais, tout le monde le sait.
mais en même temps, il est toujours là. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, que personne, en tout cas la France, les États-Unis, la Turquie, pour ne parler que de cela, n'ont pas compris les relations du pouvoir syrien avec sa société. C'est très compliqué. Ce n'est pas réductible à ce que Ben Ali avait comme rapport avec la société tunisienne ou Moubarak avec la société égyptienne. Ce n'est pas comparable. C'est ainsi. Et combien de fois a-t-on entendu Sarkozy, Juppé, puis Hollande, Fabius, et du côté turc, Erdogan et Davutoglu nous dire « Bachar n'en a plus que pour quelques semaines ». Sauf qu'ils nous ont dit ça il y a 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Erreur totale d'appréciation. Nous ne sommes pas là pour distribuer les bons et mauvais points. Mais comment voulez-vous que la Turquie, qui a eu prétention à avoir un rôle déterminant de leadership régional, puisse avoir ce rôle alors qu'elle n'est même pas capable d'analyser concrètement, pratiquement, l'état des rapports de force dans l'état le plus proche qui possède la bagatelle de 900 km de frontières communes, un peu plus de 900. Bon. Et donc la politique de Erdogan, cette obsession anti-Bachar, et vous comprenez bien que je n'ai pas une sympathie particulière pour Bachar, là n'est pas la question, va entraîner la Turquie dans une sorte de surenchère extrêmement grave, avec pour le moins des complaisances à l'égard de tous les groupes qui combattent Bachar, y compris l'État islamique. Et c'est là où il y a un vrai problème, évidemment. Bon. Alors, est-ce on peut parler de complicité? Moi, je n'irai pas jusqu'à prononcer ce mot, mais à la limite, peu importe le terme qu'on utilise, il y a eu activement des protections à l'État islamique, des militants de l'État islamique qui venaient se reposer ou se faire soigner en Turquie. On a des vidéos là-dessus. Et puis, il y a la fameuse anecdote du mois de janvier 2014, où il y a un convoi de camions turcs qui va vers la frontière syrienne, protégé par des membres des services de renseignement turcs, le MIT, qui va être arrêté par des gendarmes, la gendarmerie turque, et là on voit que les gendarmes sont prêts à s'affronter avec les services de renseignement. Bon, ça indique au sein de l'appareil d'État en Turquie, il y a pour le moins des lignes de fracture, et que les gendarmes ont gain de cause, ils peuvent regarder, vérifier, contrôler ce qu'il y a dans les camions, ce que le MIT nous présentait ou présentait aux gendarmes comme des médicaments, etc., du ravitaillement humanitaire pour la Syrie. Oui, il y avait une couche de médicaments, mais en dessous, il y avait beaucoup d'armes. Donc là, il y a pour le moins une complaisance, c'est pour le moins avéré. Donc, il y a ces deux obsessions, deux fondamentaux de la politique de la Turquie, au niveau régional, j'entends, cette illusion ou cette erreur qui consiste à dire qu'il faut d'abord virer Bachar par tous les moyens et tous les moyens sont bons, couplée à la nécessaire, pense le gouvernement turc, la nécessaire lutte à mort contre les forces kurdes, qui emmène la Turquie dans une sorte d'impasse, avec là aussi des contradictions. Comment peut-on m'expliquer, par exemple, que le PKK en Turquie est désormais, depuis la fin du mois de juillet, présenté comme l'ennemi public numéro 1, alors qu'il y avait un processus de négociation depuis 2 ans. Donc en quelques jours, ceux avec qui on négociait, c'était compliqué, c'était difficile, mais ça allait dans le bon sens, est devenu, comme par enchantement, l'ennemi public numéro 1. Deuxièmement, un des ennemis, donc, c'est le PKK, PYD, alors qu'au même moment, l'allié fondamental des États-Unis, de la Turquie, c'est-à-dire les États-Unis, soutiennent, peut-être pas suffisamment, mais apportent un soutien, mieux vaut tard que jamais, au PKK et au PYD. Donc là aussi, contradiction, et ça veut dire que Erdogan se retrouve en porte-à-faux, y compris à l'égard de ses alliés fidèles. Donc, je crois que c'est la fin de mon temps de parole. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas abuser de ma mensuétude quand même. Qui est grande, donc j'ai posé quelques pistes et on va en discuter. Mais je voulais simplement souligner que cette suite d'erreurs accumulées, non seulement a abouti à une sorte d'impasse de seringue dans laquelle se trouve Erdogan, sur le dossier syrien. Mais ce dossier syrien, j'ai été un peu long dessus parce qu'il est évidemment central au Moyen-Orient dans la situation actuelle, mais qu'il indique aussi les erreurs, la suite d'erreurs qui rendent inopérante cette volonté turque d'avoir une influence qui aurait pu être positive sur l'ensemble de la région. Pour conclure, j'aimerais quand même dire 2 mots
sur le fait que sur d'autres dossiers qui peuvent toucher la région, la Turquie de Erdogan, les autorités politiques turques, est capable de faire preuve de pragmatisme. Et je prendrai l'exemple des relations entre la Turquie et la Russie, la Turquie et l'Iran. Là, les relations sont assez fluides. Oh, bien sûr, il y a des petits bisbis quand un avion russe passe dans l'espace aérien turc, mais tout ça n'est pas très grave. Mais autant la Russie et l'Iran, chacun pour leurs propres intérêts, ont une position de soutien à Bachar el-Assad, alors que Erdogan a une position qui vise à virer Bachar el-Assad pour les raisons évoquées, et malgré cela, le business continue. Parce qu'il y a un business, parce que la Turquie a besoin d'hydrocarbures dont elle manque cruellement, et que ses principaux fournisseurs sont la Russie et l'Iran. Donc à la fois aveuglement, erreur accumulée, situation dans laquelle se trouve la Turquie, mais en même temps capacité parfois, quand il s'agit du business, as usual, comme dirait l'autre en bon français, de faire des formes de compromis, car quand Erdogan rencontre Poutine, je peux vous affirmer que la discussion sur la Syrie est très rapide, ils savent qu'ils sont en désaccord total, et ben ils mettent le désaccord sous la table, et ils parlent des contrats juteux qui peuvent être signés. Donc, c'est cette politique à courte vue, remarquez, il y a d'autres pays où il y a de la politique extérieure à courte vue, mais qui est très problématique, parce qu'on peut parler de la crise syrienne quand on est à Washington, on peut parler de la crise syrienne quand on est à Paris. Je sais bien que dans cette période où il y a un raccourcissement des distances, c'est pas très loin Damas, c'est 4000 km, mais la Turquie, elle ne peut pas se permettre d'erreur. Parce qu'elle n'est pas à 4000 km et qu'il y a ces 900 km de frontières et qu'évidemment, le chaos syrien a des incidences à l'intérieur de la Turquie. La preuve en est l'attentat de Suruç, l'attentat d'Ankara, qui n'ont pas été revendiqués par l'État islamique. Tu l'as dit, c'est très important. L'État islamique revendique toujours ses actions. Alors là, il y a une ambiguïté. Moi, je me suis fait allumer quand il y a eu l'attentat d'Ankara, parce qu'il y a une autre hypothèse tu as émise, c'est que ce qu'on appelle en Turquie, je m'arrêterai là, l'État profond, c'est-à-dire ces cellules clandestines qui existent au sein de l'appareil d'État, de l'armée et surtout de la police désormais, est dans une situation où ils auraient pu, non pas directement organiser un attentat, mais manipuler des groupes, plus ou moins liés à l'État islamique éventuellement, pour commettre ces horribles attentats. Donc on n'est jamais à l'abri du pire, d'autant que ces attentats, celui de Suruç, a permis d'engager la stratégie de la tension, et celui d'Ankara a permis de la conforter. Il faut faire de la politique. C'est d'un cynisme total, c'est infiniment désagréable, amoral, mais la politique est parfois, pas toujours, faite ainsi. Bon, on dira peut-être un mot sur l'Union européenne tout à l'heure, mais là, je m'arrête.